Si on devait, si vous deviez être un animal, est-ce que vous seriez un héron? Si vous étiez un animal, un oiseau, est-ce que vous seriez un héron? Et si vous me dites que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas lu ma petite BD. Ok. Et donc, ouais, non, je suis désolé, la private joke sur le héron, je l'ai pas vraiment. Moi, j'aimerais bien être un vautour. Je trouve que rien n'est plus beau que les vautours. Retenez bien que les vautours, ils ont une mauvaise image, essentiellement parce qu'ils ne tuent pas. Et c'est absolument déplorable. Et ça en dit long sur nos fantasmes, et ça en dit long sur nos symboles. On aime les rapaces qui tuent, et on n'aime pas les rapaces qui ne tuent pas. C'est tout à fait terrible. Les vautours sont magnifiques. Pensez-vous que ce sont les astronautes qui sont responsables de ce qui se passe dans toutes ces recherches de l'espace? Oui, mais bien sûr, mais vous savez, j'ai aucune détestation particulière des astronautes. Voilà, non, mais si, je vous assure. Je pourrais prendre un café avec Thomas Pesquet et garder mon gun dans ma poche. Mais ce qui m'agace, c'est pas qu'ils existent. Vous avez raison, ils sont pas pires que les autres. Ce qui m'agace, c'est qu'on en fait des héros. Enfin, c'est pas des héros. Je suis désolé, les héros aujourd'hui, c'est les Indiens qui essayent de se battre pour la forêt, c'est les enfants qui survivent sous les bombes. C'est ça les héros aujourd'hui. Bon, que les astronautes existent, vous avez raison. Je veux dire, ils sont les produits d'un système de désublimation généralisée et la responsabilité n'est pas spécifiquement la leur, évidemment. Mais à défaut de remplacer l'astronautique par la contemplation du ciel, au moins ne les affublons pas de toutes les vertus, quoi. Au moins. Je voudrais juste donner un exemple pour montrer le niveau d'indécence auquel nous sommes arrivés. Le plus grand mathématicien du XXe siècle, vous le connaissez peut-être pas, il s'appelle Alexander Grothendieck. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Il a fait probablement plus à lui seul pour les mathématiques que tous les autres réunis au XXe siècle. C'est quelqu'un qui avait la médaille Fields, mais bien plus que ça. C'est le refondateur de la géométrie algébrique. C'est une citadelle à lui tout seul. C'est un génie absolu. C'était aussi le fondateur de l'écologie radicale. C'était un roi tragique. Et c'est quelqu'un qui avait une vision très subtile de déconstruction de son propre domaine, qui fustigeait d'ailleurs l'arrivée de la logique binaire dans les sciences sociales, qui comprenait que les mathématiques c'était un danger autant qu'un lieu d'investigation et de création, qui critiquait même le développement des sciences fondamentales dans un monde où elles devenaient peut-être un outil de prédation et de contrôle plus que d'épanouissement et de créativité artistique. Bref, tout ça pour dire que c'était un penseur extrêmement subtil, qui s'intéressait beaucoup aux rêves, qui s'intéressait beaucoup à la fécondité et qui était on ne peut plus poétique dans son rapport au monde, avec en plus un engagement politique tout à fait admirable. Et il se trouve que depuis peu, on commence à se dire qu'on pourrait utiliser les concepts de Grothendieck pour améliorer l'IA. Parce qu'il apparaît qu'un certain nombre de données analytiques peuvent être appréhendées sous la forme d'objets géométriques qui font apparaître des invariants qui ne relèvent pas seulement des catégories, mais éventuellement aussi des topos ou des topoi, pour le dire de façon un peu pédante, de Grothendieck. Et là, vous voyez qu'on n'est même pas dans la trahison, on est dans la traîtrise absolue, sérieusement. Grothendieck chez Huawei, c'est un peu Malcolm X au Ku Klux Klan, quoi. Ça va pas, ça va juste pas, et il faut qu'on arrête de faire n'importe quoi parce que l'indécence est en train de devenir obscène. Il est vrai qu'on sait tous que nos enfants à l'école ont quand même plutôt intérêt à être bons en maths qu'en dessin. C'est un peu fou quand on y pense. C'est fou. L'art, c'est extraordinaire pour inventer des possibles, pour déconstruire les certitudes, pour voir les choses autrement, pour inventer de la contingence. Regardez, en France, et ça doit être pareil en Suisse, la plupart de nos dirigeants sortent grosso modo de l'école polytechnique. Mais vous vous rendez compte que ça veut dire que les gens qui choisissent les orientations sociétales sont essentiellement choisis parce qu'ils sont très bons pour inverser des matrices et résoudre des équations différentielles non linéaires. Mais ça n'a aucun sens. Ce sont des qualités qui existent, ça. Moi, dans mon travail, j'ai besoin de gens comme ça. Je suis content qu'ils soient là. Mais c'est intéressant quand vous êtes chercheur en physique théorique, ça. C'est pas du tout intéressant pour décider où le monde doit aller. C'est même quelque part anticorrélé
avec les qualités humaines, poétiques et d'imagination qui permettraient de nous donner une chance. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il ne s'agit pas de détruire la science, il s'agit de la faire cohabiter avec le reste du savoir, avec le reste des activités cognitives. Je crois vraiment qu'il ne faut surtout pas prédiquer et enclore sur ce que doit être le geste artistique. Si, effectivement, mais vous l'avez dit d'ailleurs au début de votre intervention, si on le finalise, c'est perdu d'avance, parce que ça redevient un outil, et donc ça redevient un geste de construction systémique. Et donc, je pense que c'est très important que nous, là par nous, j'entends les universitaires, ne disions pas aux artistes ce qu'ils doivent faire. Si nous le faisions, vous voyez, c'est un peu comme certains, ça m'agace beaucoup, ça prêche pour un retour de la spiritualité, en disant ayons la foi et tout ira mieux. Mais ça, c'est pas avoir la foi. Avoir la foi, ça ne peut pas relever d'une décision rationnelle pour des bienfaits écologiques. Ça n'a aucun sens. C'est antinomique avec le concept même de foi. Et je trouve que c'est un peu la même chose avec le geste artistique. Si on tente de l'asservir à une finalité qui n'est pas la sienne, ou plus exactement celle du praticien ou de la praticienne qui le met en œuvre, je crains que ce soit perdu d'avance. Et donc, il me semble que la seule chose importante, plutôt que peut-être l'alternative que vous proposiez in fine, c'est plutôt quand même de s'assurer que notre rapport à l'art ne se cantonne pas à l'art muséal, c'est-à-dire à l'art qui a déjà perdu son pouvoir de subversion, qui est très beau, très intéressant, très émouvant, mais qui ne fonctionne plus en tant qu'art, parce qu'il est précisément dans l'architecture ossifiée, presque momifiée d'un musée. Et il me semble que, finalement, pour l'art comme pour le reste, le seul guide pertinent, c'est de se demander si on dérange un peu et si on se met un peu en danger. Moi, je crois aujourd'hui qu'une production intellectuelle est nulle et non avenue si elle n'a pas provoqué quelque chose qui a quand même attrait et à voir avec un inconfort, voire une sorte de rejet. Enfin voilà, pour le dire simplement, j'espère qu'il y a un moment ou un autre où je vous ai un peu agacé. Voilà. Mais je pense que oui, on est d'accord. Parce que sinon, c'est raté. Sinon, vous le saviez déjà, ou alors vous ne m'avez pas bien compris. Et pour les vrais artistes, c'est encore mieux. C'est-à-dire que il faut quand même... Enfin, il faut se prendre quelques tomates dans la figure, quoi. Sinon, le show, il était raté. Et ça, je pense que c'est important quand même de sortir du lisse comme ça, de l'attendu, et il faut que ce soit un peu dangereux. Franchement, l'écologie aujourd'hui, c'est pas très dangereux. Hein. Ça y est, maintenant, c'est mainstream. Venir dire émettons moins de CO2, sauvons les oiseaux, je risque pas grand-chose. C'est pas là qu'on prend des risques. On sait très bien où on prend des risques aujourd'hui. Et je pense que c'est là où il faut travailler.